Bienvenue dans ce 4e épisode de La Joie de la semaine. Et oui, ça fait déjà 4 semaines que je suis sur cette tribune parler avec vous. On dirait que ça fait plus longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez? Je trouve que le mois de janvier, c'est toujours un peu le mois le plus long de l'année. On débute une chose. S'il fait froid, c'est gris. Là, qu'aujourd'hui, il fait quand même assez soleil. Donc, encore une fois, cette semaine, je vous présente que je surveille la semaine prochaine, donc des événements tels que la soirée clôture du programme Accélération ou le lancement de la programmation de Rendez-vous numérique dans 2 semaines. Des initiatives pour mieux s'entourer comme le programme de Startup en résidence en ESG qui vient d'être lancé. Également des nouvelles qui ont capté mon attention, notamment la belle levée de fonds de Vention, 150 millions de dollars US, ce n'est pas rien. Et les conversations qui ont lieu autour du retrait du Canada comme un pays d'investissement pour le Y Combinator. Donc ça, c'est une nouvelle. Il va y avoir également, comme à chaque fois depuis la semaine dernière, donc 5 nouvelles, 5 initiatives, 5 événements et 5 initiatives coup de main, dans le fond, pour les entrepreneurs. Cette semaine, pour terminer également, un commentaire sur le secteur de la construction. Donc, on ira un petit peu plus en profondeur, inspiré notamment du rapport de PropTech Collective. Je m'appelle Guillaume Lajoie et en direct du studio de Startup Fest à Axé, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment pour la tech au Québec. Premier segment, ce qu'on surveille, donc les nombreuses initiatives qu'on va surveiller pour la semaine du 2 février et même plus loin. 5 événements, 5 initiatives qui ont été annoncées et qui s'en viennent bientôt. Et bien sûr, comme toujours, si vous avez des choses que vous aimeriez que je parle et que je n'ai pas captées lors des derniers épisodes, écrivez-moi, nouvelle@lajoiedelasemaine.com. Ça apparaîtra ici encore une fois. Puis, ça va me faire plaisir d'en parler dans les prochains épisodes. Donc, pour commencer, pour les événements, je vous l'ai dit en intro. Le 5 février, donc la semaine prochaine, la soirée de clôture pour Accélération, un programme de quelques mois payant, créé par Accélère avec l'accompagnement de Luc Giguère. Un excellent programme. Je vous invite à aller voir les différentes startups qui ont fait le programme puis qui vont se présenter dans cette soirée de clôture. Ensuite, le 10 février, pour faire suite au premier événement qui a eu lieu cette semaine, donc la semaine que vous venez d'écouter, ou en tout cas quand vous allez écouter, je ne sais pas quand est-ce que quelle semaine vous allez être, mais le 28 janvier dernier, table ronde avec Chérif Habib de Dialogue, donc le 10 février, ça s'en vient très bientôt. Le 11 février, il va y avoir la 4e édition de l'apéro des SVTS organisée par Montréal InVivo. Donc ça, c'est les sciences de la vie. Donc si vous êtes dans ce secteur-là, c'est une excellente... honnêtement, c'est une belle initiative pour découvrir ce que Montréal InVivo peut offrir. Il y a également des partenaires sur place qui peuvent vous aider. Donc si vous êtes travaillé avec une entreprise dans le secteur des sciences de la vie, je vous invite fortement à y aller. Le 11 février, là, du côté de Québec, c'est le lancement de la programmation de Rendez-vous numérique. Donc ça, c'est l'événement... un des 2 événements phares de Capital numérique qui se passe à Québec, qui est beaucoup plus collé sur les professionnels, donc tout ce qui est les professionnels, plus de la com, même de façon générale de l'entrepreneuriat. Toujours une excellente programmation sur 3 jours, donc je vous invite à y aller pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir justement au cours du mois d'avril, si je ne me trompe pas, donc pour le rendez-vous numérique. Et le 12 février, j'ai vu ça passer sur mon fil LinkedIn, et vous probablement aussi. Le collectif Tech France Québec organise une première édition de série Entrepreneurs Scale et Capital à l'espace CDPQ. Collectif Tech France Québec, je ne connaissais pas personnellement, mais ça a l'air d'un événement très intéressant pour les entreprises qui sont en phase de croissance ou même passé un certain cap. Donc, je vous invite à y aller. Espace CDPQ, c'est toujours un bel environnement pour aller faire un événement, donc n'hésitez pas. Encore une fois, c'est 5 événements que je vous invite à couvrir. Et je vous rappelle quand même, la semaine dernière, je vous parlais d'un événement axé qui est la journée de l'innovation ouverte, le 3 février. Et bien sûr, quelques semaines plus tôt, je vous ai parlé de 3 événements majeurs qui auront lieu justement la semaine du 2 février. Donc, le sommet MedTech Plus énergique dans le secteur des changements climatiques au paddock du parc Jean-Drapeau et les grands remous à Québec par le MT Lab et Destination Québec Cité. Donc, c'est 3 événements dans 3 secteurs d'activité différents. Les billets sont toujours en vente, donc vous pouvez toujours y assister. Les programmations sont très intéressantes et c'est quand même dans 3 secteurs très niches. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir même aller chercher des potentiels clients et des partenaires institutionnels. Donc, bon succès d'ailleurs à toutes les personnes qui sont derrière ces événements. Ça risque d'être très intéressant. Du côté des programmes, des soutiens d'accompagnement ou en financement, encore une fois, 5 initiatives qui ont capté mon attention ou qui ont été lancées dans la dernière semaine. Le premier, Startup en résidence, parce que c'est la date qui s'en vient le plus proche. Startup en résidence en ESG. Vous pouvez déposer votre candidature. Il y a également des séances d'information qui auront lieu la semaine prochaine, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Puis vous pourriez bénéficier d'un coaching
de 100 heures personnalisées avec des experts selon vos besoins. Il y a même une bourse qui est attachée à ce financement, à cette application-là. Donc, honnêtement, ça vaut la peine. C'est 15 000 $. Et même, Startup en résidence, si vous ne le connaissez pas, ce qu'ils font également, c'est trouver des partenaires institutionnels, des investisseurs qui veulent aller dans votre entreprise. C'est même jusqu'à un potentiel de 250 000 en dollars d'investissement qui pourrait être dans votre entreprise. Donc, honnêtement, c'est une opportunité à ne pas manquer. C'est toujours des belles startups qui font le programme et vous avez même accès à un bureau accès. Donc, on aura l'occasion de pouvoir se croiser si vous êtes retenu. Donc, vous avez jusqu'au 20 février pour déposer votre candidature. Toujours dans les programmes, il y a Cantino, que je vous parlais la semaine dernière, notamment, qui avait doublé leur espace pour accueillir encore plus d'incubés. Mais justement, sont en quête de startups qui sont dans le secteur plus médical, les technologies médicales. Vous le savez peut-être, Cantino accompagne beaucoup d'entreprises qui sont plus en optique photonique, deep tech, mais là, vraiment, ils font un push pour être capable d'aller chercher des startups dans le secteur de la santé qui sont en quête d'accompagnement stratégique. Donc, n'attendez pas. Ils ont fait même un appel avec une date donnée, mais c'est un accompagnement qui, généralement, peut durer plusieurs mois et ce n'est pas même plusieurs années à Cantino. Donc, si vous voulez devenir incubé, vous avez jusqu'au 25 février pour manifester votre intérêt dans le secteur de la santé. Autre programme qui est plus en démarrage, plus vraiment en début de parcours, mais qui est toujours aussi intéressant du côté de Québec, c'est le programme Camp de base par le camp, bien sûr. Vous avez jusqu'au 27 février pour déposer votre candidature. C'est un programme intensif, vraiment pour ceux qui veulent bâtir une entreprise, qui sont à l'étape d'idéation. Donc, je vous invite à déposer votre candidature. Le camp, c'est toujours un succès. Ça fait une dizaine d'années qu'ils opèrent. Puis à Québec aussi, ils sont très bien situés sur le boulevard Charest. Donc, vraiment, ne manquez pas votre chance parce que ça revient pas à... ça revient à chaque année, mais honnêtement, les places sont très limitées. Il y a également, j'ai vu passer sur mon fil, il y a Scale AI qui vont déployer une mission canadienne à Vivatech qui sont actuellement en appel de candidature pour rejoindre la délégation canadienne. Donc, Vivatech, ça a lieu à Paris du 17 au 20 juin. Toujours calé beaucoup là, sur justement les nouvelles technologies, beaucoup sur l'IA. Puis Scale AI, bien entendu, ce qu'ils veulent, c'est représenter le meilleur de l'intelligence artificielle du Québec et même du Canada lors de cette délégation canadienne. Donc, c'est vraiment une belle opportunité d'être accompagné avec des gens de confiance, de compétences qui peuvent vous aider à trouver des meilleurs maillages à l'international et surtout en Europe. Après tout, Vivatech, c'est à Paris. Et Dieu sait qu'on a vraiment besoin de tisser des liens serrés en économie avec l'Europe. Donc, belle opportunité, ne manquez pas votre chance et souvent ça vient avec un soutien financier, etc. Vous pourrez regarder tous les détails sur le site. Donc, appel à candidature pour Scale AI avec Vivatech. Et pour terminer, ça fait quand même quelques semaines que c'est lancé, même je pense que ça avait été lancé avant les fêtes, mais le défi Ose entreprendre, la date devient de plus en plus proche, justement la date limite pour déposer votre candidature, c'est le 11 mars. Et pour vrai, le défi Ose entreprendre, c'est vraiment un tremplin extraordinaire pour les entreprises qui démarrent. Il y a 4 volets, donc scolaire étudiant, création d'entreprise et réussite Inc., c'est des entreprises qui sont plus établies. Des prix nationaux à gagner, quand même beaucoup, avec différents montants attachés à la clé. Puis il y a même aussi des prix régionaux. Parce que aux entreprendre, ça fonctionne comme ça. Il y a des leaders régionaux, il y a des défis régionaux, donc même des petits galas régionaux. Puis une fois que les gens ils ont passé le cap des régionaux, finalement, ils peuvent aller au défi, au gala provincial qui a lieu en juin à Québec notamment. Donc, ça vaut la peine. Donc, n'attendez pas, déposez votre candidature pour Ose entreprendre avant que ça se termine. Et pour terminer, bien entendu, un petit rappel. Les événements, les initiatives, c'est pour les entrepreneurs que je fais la promotion. Et si vous en avez que vous vouliez diffuser à cette communauté d'entrepreneurs qui écoutent le podcast, vous n'êtes pas beaucoup encore, mais ça va se garnir. Mais l'objectif, c'est de continuer de faire cet appel-là. Nouvelle à commercial, lajoiedelasemaine.com. Écrivez-moi. Et si vous n'avez pas vu, justement, cette semaine, j'ai publié la même version de ce que je vous dis en audio, en vidéo, de façon texte. Donc, raccourci, moins de détails, moins d'explications de ma part, mais ça vous permet d'avoir accès à toutes ces opportunités-là, ces événements, en un clin d'œil de façon textuelle sur LinkedIn. Éventuellement, ça prendra peut-être d'autres formes, mais pour l'instant, c'est la forme que ça prend. Pour le deuxième segment de ce merveilleux podcast, donc les nouvelles, dans le fond, ce qui a été un peu ce qui a fait vibrer mon fil LinkedIn et les nouvelles aussi au niveau de la presse, les différentes formes de presse, la presse, les affaires, le devoir, name it. Encore une fois, l'objectif étant de vous éviter de passer énormément de temps à essayer de capter les signaux faibles. Écoutez-moi, puis on va passer du bon temps ensemble. 5 startups qui ont fait la une.
La première, je vous l'ai mentionné en intro, c'est Vention, qui offre une plateforme intégrée qui facilite et accélère l'exécution de projets d'automatisation et de robotique. Vous me voyez lire là, exactement à l'écran parce que je les connais bien. C'est un beau projet, mais je préférais bien sûr lire exactement ce qu'ils font. Ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle notamment. Puis ça fait partie de leur cadre de financement là, pour avoir obtenu une levée de fonds de 150 millions de dollars canadiens, 110 millions US, en série D. Une ronde qui était d'ailleurs dirigée par Investissement Québec avec le soutien de Fidelity Investment, avec Desjardins Capital et aussi NVIDIA, donc qui ont une branche de capital de risque, donc bravo. C'est une belle annonce, honnêtement, puis c'est drôle parce que je dirais qu'il y a 3 semaines, 2 semaines, quand je vous parlais d'un rapport de RBCX qui expliquait qu'il y avait beaucoup moins de grandes levées de fonds dans le capital de risque, ben en voilà un beau succès, 150 millions, ce n'est pas rien. Donc, c'est pas Cohere cette fois-ci, c'est pas des entreprises de l'Ouest canadien qui ont obtenu des gros financements, c'est une entreprise québécoise et un beau succès d'ailleurs pour cette jeune pousse qui est issue du Santec. Donc, bravo à vous. Toujours dans les levées de fonds, justement, il y en a plusieurs cette semaine qui ont été annoncées. Encéphalix, donc ça, c'est un financement de l'Asset Capital avec son fonds Asset Capital 2, mais également avec la participation de Investissement Québec, Ange Québec et Allo Health. Encéphalix, si vous ne le connaissez pas, là, ça reste quand même très pré-démarrage. Justement, c'est un financement quand même en pre-seed qu'on appelle, qui ont obtenu de 2,25 millions de dollars. C'est vraiment ce qu'ils veulent, c'est redéfinir la norme de soins pour les patients souffrant de traumatisme crânien et d'AVC. Donc, Encéphalix, suivez-les. Une belle initiative, un beau projet entrepreneurial. Dans les nouvelles également, on a dans la presse, en début de semaine, si vous ne suivez pas la presse, à chaque semaine, il y a une rubrique qui s'appelle PME Innovation. Des fois, c'est des entreprises qui ne sont pas nécessairement des startups, mais des entreprises qui innovent dans leur secteur. Puis en voilà une, justement, qui a fait les manchettes cette semaine, Chaletto. Une entreprise qui fait beaucoup dans la gestion de propriété immobilière. En fait, c'est issu d'un projet de plusieurs jeunes ensemble, jeunes, je dirais probablement mon âge, bref, dans l'article, ils disent des jeunes. Mais eux, ils voulaient vraiment construire des chalets. Ils ont construit 2-3 chalets finalement à Saint-Féréol-des-Neiges. Ils se rendent compte que c'était beaucoup de gestion, fait qu'ils ont commencé à créer une espèce de soutien logistique administratif. Puis ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient scaler cette belle idée-là. Fait que là, maintenant, ils sont rendus à 325 propriétés sous gestion, des revenus qui ont atteint 12 millions de dollars en 2025. Donc, vraiment, bravo. Une belle initiative qui a commencé par justement juste trouver une solution pour nous-mêmes puis qui ont voulu scaler ça parce qu'ils se sont dit probablement qu'il y en a d'autres qui font de la gestion de leurs propres actifs immobiliers mais qui ont de la misère justement à trouver des services de nettoyage, services justement de location, etc. Puis un élément que je trouvais intéressant dans l'article, c'est qu'ils ont investi 75 000 $ justement pour faciliter l'automatisation de tous les processus comptables avec l'utilisation de l'IA, puis aider aussi à la tarification dynamique. Donc, personnellement, je trouve ça super parce que vous avez investi très tôt dans votre entreprise pour pouvoir être capable de justement la mettre au goût du jour, puis optimiser vos processus. Bravo, chapeau, toutes les entreprises devraient faire la même chose si vous voulez mon avis. Et même si c'est un peu ça qu'on essaie de faire la promotion chez Québec Tech avec l'initiative J'adopte le Québec Tech qui a encore fait les manchettes cette semaine. Et 2 dernières nouvelles de start-up. Aeon 3D, désolé si c'est pas exactement comme ça qu'on la dit, qu'on la nomme, qui conçoit et fabrique elle-même à Montréal des imprimantes 3D pour des industries de pointe comme l'aéronautique, l'énergie et l'emballage. Annonçait justement une nouvelle ronde de financement avec Cycle Capital aujourd'hui. Donc, à lire dans la presse, bel article dans la McKenna, ça parle un peu plus de c'est quoi ça fait justement Aeon 3D puis les différents secteurs d'avenir dans lesquels ils peuvent faire une grosse différence. Et pour terminer, Oxyterra, qui a aussi un fonds financement d'amorçage de la part d'Anne-Marie Bio-Innovation et du fonds Impulsion PME d'Investissement Québec. Donc, des belles annonces de financement. Puis honnêtement, contrairement aux autres semaines, où je parlais de différents articles de nouvelles qui parlaient des startups qu'on a entendu parler, là, cette semaine, c'est beaucoup des levées de fonds. Des levées de fonds, c'est toujours une bonne nouvelle, dans le fond, pour des entreprises, mais souvent, c'est important, puis là, je vous donne mon conseil de relationniste, c'est important toujours d'avoir un contrôle sur le message parce que les levées de fonds, il y a 2 secteurs qui veulent un peu présenter un beau succès. Il y a le fonds de capital de risque qui sont quand même un peu en mode entrepreneurial. Ils veulent démontrer qu'ils investissent dans des projets vraiment rentables, qui ont du sens. Puis il y a aussi l'entreprise et les fondateurs qui veulent aussi donner de la visibilité. Fait qu'il faut toujours trouver une bonne concordance de visibilité entre ces 2 acteurs derrière un financement. Donc, souvent, c'est un travail assez distinctif, assez pas évident à faire. Et des rondes de financement, souvent, ça vient avec la volonté de démontrer une traction. Donc, c'est toujours bon de travailler avec des gens qui sont professionnels à le faire pour être capable de vraiment démontrer qu'est-ce que vous voulez dire comme entreprise puis de vous positionner de bonne façon. Donc, sans faire la promotion de mes services, je vous dis,
n'hésitez pas à faire affaire avec des spécialistes. Et je pense que la plupart des entreprises qui annoncent des levées de fonds le font. Ils font affaire avec des spécialistes pour les annoncer, donc bravo. Et c'est sûr qu'à chaque fois, j'aimerais, puis je lisais ça sur LinkedIn de quelqu'un, je ne me rappelle pas c'est qui, mais peut-être vous saurez que j'ai parlé de vous. C'est bon de parler des levées de fonds, il faut parler des ventes aussi, mais les levées de fonds peuvent générer des ventes. Donc, parlez-en. De toute façon, l'important, c'est qu'on parle des startups qui font le succès, parce que c'est ça qui va faire la différence, puis c'est ça qui va amener des signaux encore plus forts pour d'autres qui les adoptent, comme le veut Québec Tech, justement, avec son initiative. 5 initiatives, justement, des coups de main, ou dans le cas précis du premier coup de main, j'appellerais ça plus un coup de pied au derrière. C'est Y Combinator, justement, vous le savez, peut-être vous l'avez vu. En tout cas, moi, mon LinkedIn ne faisait que parler de ça depuis toute la semaine. J'en ai parlé moi-même aussi parce que je trouvais ça quand même intéressant. L'accélérateur de Silicon Valley, le Y Combinator, a retiré le Canada dans la liste des pays dont ils vont investir. Là, je pense qu'il en reste comme 3-4. C'est les îles Caïmans, Singapour, les États-Unis. Bref, la plupart sont pas des paradis fiscaux, mais des initiatives, des pays où stratégiquement, créer des entreprises dans ces pays-là devient plus fiscalement intéressant, puis ça peut permettre de générer plus d'investissements de capital de risque. C'est un changement qui a été effectué en novembre, après tout, là, en novembre ou décembre dernier. Puis c'est Dealogic qui a sorti cette nouvelle-là après avoir découvert qu'il avait fait cette modification-là. Donc, bravo aux gens de Dealogic d'avoir sorti la nouvelle en primeur. Et ça a fait grand bruit après dans tous les autres médias. Et sur LinkedIn, moi, ce que j'ai beaucoup senti, puis vous irez lire l'article de BetaKit qui présente vraiment les nuances derrière cet enjeu-là. Mais je voyais qu'il y avait comme deux camps qui se positionnaient dans la réaction. Et vous pourriez en témoigner, vous pourrez avoir cette discussion-là avec moi si vous le voulez. Mais moi, je sentais qu'il y avait comme les bâtisseurs, ceux qui se disaient, ben, who cares, dans le fond, tant pis pour YC, ils ne voient pas le potentiel des entreprises qui sont canadiennes. Il faut continuer d'incorporer des entreprises ici au Canada parce que c'est comme ça que ça va générer du PIB pour le pays. Puis, ben, s'ils ne sont pas intéressés par nos produits, ben, on s'en fout, honnêtement. C'est-tu vraiment de correspondre aux critères d'admissibilité d'un grand accélérateur qui va vraiment définir notre succès comme entreprise? Non, c'est des ventes. Donc, ces bâtisseurs-là, moi, je pense qu'ils ont vite pris la défense de dire tant pis, honnêtement, j'ai d'autres choses à faire, puis concentrons-nous sur bâtir des belles entreprises. Je comprends très bien leur position. Je comprends aussi, c'est l'autre position, les plus angoissés, qui, un peu comme moi, des fois, tu entends des nouvelles, mais c'est pas tant la nouvelle qui intéresse, mais l'impact de la nouvelle. Puis ce signal-là, c'est comme ça envoyait un peu un signal aux founders canadiens. Ben, si vous voulez avoir plus de financement, il va peut-être falloir que vous élisez domicile au Delaware, justement, en bâtissant une C-Corp, pour être capable de justement correspondre plus à ce que le capital de risque veut. Puis, ben, je comprends les deux camps. Les deux camps ont probablement un peu raison. Toutefois, puis je réfère à l'article de BetaKit qui amenait une excellente nuance, notamment John Ruffalo, si vous ne le connaissez pas, de Maverick Private Equity, qui disait, ben c'est beau, allez-y aux États-Unis, mais dans le fond, vous allez quand même pas bénéficier de tout un écosystème d'accompagnement non dilutif et de soutien, notamment en R&D, qui est un avantage au Canada. Donc, il y a des trade-offs dans la vie. Puis ça, je pense que vous devez le considérer quand vous bâtissez une entreprise. Vous faites des choix stratégiques. Vous allez à un C-Corp à Delaware, mais vous n'allez pas bénéficier de ce qui est disponible au Canada et vice-versa. Et l'environnement concurrentiel actuellement, je pense, favorise beaucoup plus les entreprises canadiennes qui pourront justement aller attaquer d'autres marchés internationaux qui ne verront pas les entreprises américaines comme étant un défi à long terme avec les enjeux politiques qui se vivent dans ce pays-là. Bref, je vais en parler davantage aussi la semaine prochaine, mais je voyais beaucoup de liens avec justement ce que Ben Bergen, ancien PDG du CCI, mais maintenant PDG de CVCA, qui réclamait justement plus d'investissement pour les entreprises d'ici plutôt que justement faire de l'attraction d'investissements directs étrangers, qui profitent finalement d'avantages fiscaux et aussi d'utiliser la main-d'œuvre disponible. Donc, Go Canada, investissons ici. Puis je pense que ça vaut la peine, donc j'en reparlerai la semaine prochaine. La deuxième nouvelle, c'est drôle, ça fait quand même un peu écho à YC, mais ça date de la semaine dernière. Mais BetaKit disait justement que l'accélérateur Techstars allait peut-être ouvrir un nouveau chapitre à Toronto, à voir s'il y aura un chapitre à Montréal également, comme il y en a déjà eu un. Mais pour l'instant, il y a vraiment une volonté d'ouvrir quelque chose à Toronto. Puis tu sais, après tout, Techstars, c'est non négligeable parce que ça vient avec un soutien financier potentiellement de 305 000 $ canadiens, donc 250 000 $ US, à la clé. Donc, en échange de parts, il y a de l'équité quand même qui est échangée, mais pour une petite entreprise des fois qui démarre, puis c'est beaucoup justement du pre-seed qu'ils vont faire, c'est
non négligeable comme investissement. Donc, Techstars qui revient à Toronto, c'est une très bonne nouvelle. Troisième nouvelle que j'ai entendue, que j'ai suivie cette semaine d'ailleurs, c'est le dévoilement d'un rapport qui s'appelle le Innovation Business Environment Index de Startup Blink, un organisme qui veut regarder les différents écosystèmes startup. C'est un nouveau rapport justement qui donne un peu une lecture des environnements d'affaires favorables et le Canada se placerait au 6e rang, donc au-dessus de pays comme le Japon et les Pays-Bas, mais bien sûr en dessous comme Singapour, le UK, la Suisse et les Émirats arabes unis et bien sûr les US qui sont au numéro 1 comme étant un environnement d'affaires favorable. Donc, des fois, on blâme le Canada, mais on n'est pas si pire que ça, justement, pour faire croître les entreprises. Le défi, puis le rapport l'indiquait très bien, c'est plus, pas l'environnement concurrentiel, mais l'environnement plus réglementaire et législatif qui, des fois, vient limiter la propension à bâtir des entreprises ici. Par chance, il y a des gouvernements qui y travaillent à voir qu'est-ce qui en découlera. Quatrième nouvelle sur une initiative, on parle beaucoup de reprenariat, mais encore une fois, le reprenariat reprend le dessus de la scène parce qu'il y a un rapport de BDC qui a été émis sur le fait que le reprenariat c'est une opportunité incroyable pour les entreprises. Ça vaudrait 300 milliards de dollars au Canada potentiellement parce que près de 61% des PME qui sont dirigées par des gens de 50 ans et plus et qui sont probablement prêts à préparer leur relève ou même transmettre leur entreprise à de la relève. Donc, c'est un dossier à suivre. Vous le savez probablement comme moi, ça fait depuis 2-3 ans qu'on en parle beaucoup. Le reprenariat a même pris le dessus sur la création d'entreprises. Fait qu'il y a plus de reprenariat d'entreprises qu'il y a de création d'entreprises, ce qui est une bonne chose. Des organismes comme Reprenariat Québec avec Alexandre Olive, justement, qui était dans la presse cette semaine, dans le cadre d'un portfolio, c'est des fusions-acquisitions, le disait très bien aussi. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup plus de repreneurs même que d'acheteurs, étonnamment. Mais c'est pas égal. Puis une chance même aussi, il y a des initiatives comme le reprenariat féminin qui essaie de pousser beaucoup plus justement pour qu'il y ait plus de femmes qui reprennent des entreprises. C'est une excellente idée après tout. Tu achètes une entreprise qui a déjà des actifs financiers, qui a un carnet d'adresses, un carnet de clients. C'est peut-être plus sécure que de bâtir une business, mais continuer de bâtir parce que c'est ça qui fait quand même la différence. Et pour terminer, encore une fois, par contre, c'est moins une nouvelle qui concerne les entrepreneurs, les entreprises innovantes, mais c'est quand même d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent dans l'écosystème d'accompagnement. Puis, c'est plus un événement qu'une nouvelle. Mais c'est que cette semaine, j'assistais au Cercle des professionnels d'accompagnement de demain et on mentionnait beaucoup d'informations sur le sommet qui aura lieu justement du 10 au 12 février. Je pourrais me tromper sur les dates, là. Peut-être que c'était l'année passée que c'est 10 au 12, mais ça s'en vient là, dans 2 semaines à Shawinigan. Donc, c'est un moment clé pour faire le point sur les pratiques d'accompagnement pour les startups. Si vous êtes dans l'accompagnement, je vous invite à regarder la programmation qui est maintenant beaucoup plus étoffée à 2 semaines de l'événement. Les prix sont quand même assez élevés, mais ça vaut la peine. C'est une belle façon de réunir tout le monde qui travaille à accompagner nos belles startups. Donc, voilà. J'ai fait mes 2 segments, désolé pour la toux. 2 segments, segment prospectif, segment de nouvelles. Et là, on tomberait sur le dernier segment, donc le commentaire éditorial de la semaine. Et ça porte sur le secteur de la construction. Parce que 2 nouvelles un peu qui ont éclairé mon esprit dans les dernières semaines. Dans la dernière semaine plutôt, c'est qu'il y a eu une levée de fonds également avec Builder. Builder, qui est une entreprise qui avait un modèle d'affaires qui a dû pivoter même dans les 2 derniers mois pour justement bâtir plus un vertical SaaS, vertical SaaS plutôt, pour les entrepreneurs généraux, surtout celles qui sont de petite, moyenne taille. Donc, Builder, honnêtement, beaucoup de clients maintenant annoncent une belle levée de fonds. Tu vois qu'ils sont en traction. Puis ça fait partie de plusieurs entreprises qui ont même été dans le rapport de PropTech Collective qui offre un mapping complet sur 3 secteurs, le secteur résidentiel, le secteur de la construction, le secteur commercial. Et personnellement, je trouve que le secteur de la construction, puis comme le précisait l'automne dernier, le Conseil d'innovation, c'est un secteur qui manque beaucoup, beaucoup d'innovation. Dans le rapport du Conseil d'innovation, le constat était clair. En fait, pour une industrie qui vaut quasiment pour 6,8% du PIB total, on parle de 30 milliards de dollars et qui emploie presque, je dirais, 344 000 personnes à travers le Québec. Donc, c'est à peu près 8% de l'ensemble de la main-d'œuvre. À un investissement de 0,14% du PIB, comparativement à 1,46% dans l'ensemble des secteurs d'activité, c'est faible. Puis même si on pourrait se dire que, puis dans le rapport, ça le précise très bien, qu'il y a une augmentation du montant nominal d'investissement en innovation, ça reste très faible parce que il y a 3 défis majeurs
En tout cas, 3 défis vraiment, je pense, prioritaires dans le secteur de la construction. Il y a un recul énorme de la productivité. Donc, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent dans un secteur qui, finalement, ne donne pas autant de rentabilité qu'il en donnait il y a 10 ans. On parle d'une diminution de 10,8 %, notamment dans le rapport du Conseil d'innovation. Il y a des défis de main-d'œuvre aussi. La main-d'œuvre ne dure pas longtemps. Ça reste quand même des métiers qui sont quand même difficiles physiquement. Fait qu'il y a comme un renouvellement de la main-d'œuvre qui est difficile. Puis il y a beaucoup de gens qui sortent de ce secteur-là, justement à cause des conditions. Puis que ça prend aussi de l'immigration, mais là, ça, c'est un autre sujet complètement. On ne tombera pas là-dedans. Donc là, défi de productivité, défi de main-d'œuvre, mais également défi environnemental. Si vous ne saviez pas, mais le secteur de la construction, c'est un des secteurs les plus polluants de l'économie du Québec. Il y a des industries qui sont peu polluantes. Le défi, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas réutilisées. Beaucoup de ressources qui sont dépensées, notamment pour faire du béton. Ça prend énormément d'émissions de GES. Puis également, tout le transport qui est aussi intégré dans tout ça. Puis il y a des défis environnementaux assez importants qui pourraient être réglés par de l'innovation. On s'entend que il y a beaucoup d'organisations qui existent là, dans le secteur pour pouvoir soutenir ça. Il y a des CCTT, des centres de recherche, des créneaux d'excellence. Il y a Batimatech notamment qui propose des rendez-vous annuels. Puis je vais faire une petite plug pour Batimatech, mais il y a le petit Batimatech qui aura lieu le 25 mars, et le grand Batimatech à l'automne, le 29-30 septembre. Mais Batimatech fait un énorme effort pour essayer d'augmenter l'adoption, notamment avec des partenaires comme Pomerleau, Groupe Chevalier-Séguin, qui eux aussi innovent beaucoup dans leur secteur. Mais ça reste que ça en prend plus. Ça en prend plus d'innovation, ça en prend plus d'acteurs qui sont là. Puis même si Québec Tech, une de ses volontés, c'est faire en sorte, justement, avec j'adopte le Québec Tech, ça fait 3 fois que j'en parle en plus aujourd'hui, il essaie de faire ce maillage-là. Ça prend quand même plus de volonté au sein des organisations et des PME de s'investir. Puis c'est ça le défi. C'est que c'est une industrie principalement de PME. Puis l'adoption se fait plus lentement dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises. Puis c'est ça un des grands défis pour pouvoir être capable de résoudre les 3 grands, je dirais, gros problèmes. Là. Ce ne sont pas des gros problèmes, mais c'est des problèmes assez drastiques qui peuvent miner l'économie de la construction sur le long terme. Puis, même au-delà de ça, je n'ai pas nommé, là, mais dans les dernières années, les dépassements de coûts aussi sont un gros enjeu. Fait qu'il y a de la gestion à faire là-dedans. Mais je reste optimiste. C'est après tout la joie de la semaine. Donc, je vais vous ramener quelques pistes de solutions pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le secteur de la construction. Puis, si vous êtes dans le secteur, écrivez-moi là, si vous implantez déjà ces solutions dans vos activités. Mais le premier, c'est l'utilisation du bois. Puis, encore une fois, je les sors, mais c'est également des solutions qui sont dans le rapport qui a été émis par le Conseil de l'innovation. Mais je vous le résume en quelques points. Donc, premier, l'utilisation du bois comme matériau de construction. On a juste à penser notamment, là, si vous avez passé sur Saint-Laurent dans les dernières années, derniers mois principalement, le nouveau bâtiment de Jeunesse au Soleil construit complètement en bois, c'est un chef-d'œuvre architectural. Puis au même titre, le Stade de soccer de Montréal qui a même reçu des prix de distinction pour une construction en bois complète. Moi, j'en voudrais plus des bâtiments comme ça plutôt qu'en béton, en verre. Puis j'ai rien contre ces matériaux-là, mais le bois, ça reste quand même quelque chose qu'on est capable de faire. Puis on a honnêtement une matière première assez prolifique ici au Québec et au Canada. Donc, pourquoi pas plus de matériaux en bois? Il y a même des innovations sur le marché là, qui permettent de justement réduire un peu la recyclabilité de certains produits. On parle notamment à Brick Recyc, mentionné encore dans le rapport, mais Brick Recyc avec chez Tommy Bouillon qui a créé cette entité-là finalement, qui permet de recycler un matériau, les briques, qui sont relativement toujours amenés à l'enfouissement. Fait que déjà là, c'est un beau succès. Allez voir ce qu'ils se font. BioLift, avec des exosquelettes qui permettent de diminuer la charge physique quand on porte lourde charge. BioLift, encore une fois, c'est une start-up qui est là dans le secteur, qui veut développer son marché. Allez voir. Puis dans le rapport, on parle aussi de éco-innovation. Chanvre, parce qu'on mentionne le chanvre comme étant une belle alternative au béton, justement, pour faire de l'isolation ou de la structure, parce qu'on est capable de faire une meilleure séquestration du carbone dans ce matériau-là. Il y a même, si jamais on ne veut pas avoir recours à des entreprises externes, on peut également innover à l'interne. Puis c'est ça qui doit être important. On doit prioriser l'innovation interne dans l'industrie. Puis prenez exemple sur Pomerleau, il est vraiment comme très devant les autres constructeurs et les autres entrepreneurs dans le cadre de l'innovation à l'interne. Ils ont même reçu justement dans le rapport de PropTech Collective, il était même mentionné comme étude de cas parce qu'eux, à l'interne, ils ont fait ce qui s'appelle Almanac, un propre outil d'intelligence artificielle qui permet de mieux faire le budget de tout ce qui est justement production, gestion des coûts, etc., pour être capable de aussi
faire en sorte que les équipes se concentrent sur des valeurs, des tâches à valeur ajoutée, mais également faciliter la gestion opérationnelle dans des projets. Je vous nomme tout ça, là, honnêtement, vous pouvez retenir, vous pouvez également m'écrire si vous avez des commentaires spécifiques, mais c'est que je trouve que, mine de rien, ça reste un secteur important. On va toujours continuer de construire, puis honnêtement, c'est pas pour emmener une blague, mais ça reste quand même qu'avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de gens qui vont peut-être vouloir se recycler dans des métiers qui sont physiques, qui vont perdurer, honnêtement. Même mon métier ici de podcaster, je peux vous dire, puis c'est pas un métier, là, c'est plus, je le fais de façon très bénévole. Ça reste quand même un métier qui pourrait être mené, relégué aux oubliettes, parce qu'on pourrait facilement recréer la même affaire en feedant complètement mon texte puis en créant un avatar qui pourrait parler à ma place. L'IA va probablement voler une grosse partie de nos jobs, puis c'est correct. Ça doit être utilisé quand même comme un outil. Puis ça peut être un levier intéressant pour le secteur de la construction, justement, pour faire en sorte que ça se fasse mieux, que les gens s'investissent plus dans ce secteur-là. Puis, après tout, peut-être justement régler certains problèmes de main-d'œuvre. Donc, moi, je vois que du potentiel dans ce secteur-là. Si vous avez des idées pour le secteur de la construction, écrivez-moi. Sinon, Bâtiment Tech, en mars, on pourrait se parler là. Francis Bissonnette, toujours un très grand allié là-dessus. Et lisez le rapport de Property Collective avec le mapping si vous êtes dans le secteur. Il y a plein d'innovations qui méritent d'être connues. Donc, voilà. C'est ce qui conclut ce 4e épisode de La Joie de la semaine. J'espère encore une fois que vous m'avez suivi à travers ces dédales, surtout le commentaire éditorial. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours un téléprompteur là, qui m'amène les notes parce que moi, je le fais d'une take. 25 minutes de parole sans arrêter, c'est quand même tout qu'un défi. Donc, j'ai besoin de mes notes. Je fais un peu de ad-lib à travers tout ça. Je pourrais vous montrer mon setup d'ailleurs, si vous le voulez. Je vous ferai une petite vidéo sur LinkedIn que je vais faire apparaître avant la diffusion de cet article-là. Fait que c'est comme drôle. Je l'enregistre à Startup Fest un jeudi, je le diffuse un vendredi. Vous l'écoutez peut-être un lundi. Fait que c'est difficile des fois de suivre dans les journées, mais voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Écrivez-moi si vous avez des commentaires, des questions. Mais sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bye!